Nous allons maintenant passer à un nouveau sujet, à savoir quels sont les nouveaux défis dans le domaine du digital, innovation et performance des exploitations. Grâce à Philippe Janot. Vous avez la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Philippe Janot, je suis enseignant-chercheur en économie rurale à Clermont-Ferrand, dans une école qui forme des ingénieurs agronomes. Je m'intéresse particulièrement à la prise de décision en agriculture, au comportement des agriculteurs et à l'évolution de l'exploitation agricole depuis, sur longue période. Voilà, donc je vais reprendre peut-être un des points de conclusion de Simon Blackmore quand il dit « Robots will be disruptive but will have significant benefits ». Et donc mon propos va s'appuyer sur un questionnement, en fait, avec l'idée d'imaginer ce que peut être le futur de l'agriculture numérique. Et les conséquences peut-être de cette agriculture numérique, c'est peut-être justement la fin de l'autonomie de la décision des agriculteurs. Et c'est ça que je voudrais aborder avec vous en 10 minutes. Je commence mon exposé par une phrase que j'ai extraite de la revue Chambre d'agriculture, la revue de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Et là, dans cet article, le président de la Chambre d'agriculture disait voilà, on a testé un drone sur 4000 hectares et finalement, notre objectif ultime, d'une certaine manière, c'est de transmettre l'ensemble des données, des références qui ont été obtenues par l'ordinateur du tracteur. C'est d'utiliser toute cette information pour mener des actions de fertilisation, de traitement, qui vont se programmer d'elles-mêmes à la bonne dose, à la bonne place, sur la micro-parcelle. Donc en gros, son propos, c'est de dire, voilà, je trouve très intéressant que les machines, finalement, décident de là où il va falloir appliquer, par exemple, la bonne dose. La question pour moi qui est clé, c'est finalement que devient l'agriculteur dans ce monde des machines. Et je vais revenir sur finalement, je vais repartir un peu en arrière sur ce qu'on a appelé le premier âge de la machine, qui est lié à la révolution industrielle. Le premier âge de la machine, on pourrait dire, il démarre avec la création, l'invention de la machine à vapeur en 1755 ou 1760. À partir de là, on est capable de concentrer de l'énergie à certains endroits, on n'est plus dépendant des éléments. Et ça se traduit par quoi, par exemple, en agriculture? Si on prend les 40 dernières années ou les 35 dernières années, depuis 1980, ça se traduit par forcément des investissements massifs dans des technologies pour faire des gains de productivité du travail. Sur la diapo, ici, on voit quel est l'effort d'investissement des agriculteurs en France. Ça, c'est la branche agricole. Alors, il y a aussi les CUMA qui investissent dans cette représentation-là, entre 1980 et 2015. En gros, on investit. Alors là, il faut regarder la petite la courbe ici, la plus claire, où on reste à peu près à l'indice 100. Donc ça, c'est l'investissement en milliards d'euros. Alors là, c'est rapporté en indice. Corrigé de l'inflation. Corrigé de l'inflation, on voit qu'on a ce maintien de l'effort d'investissement qui représente 10 milliards à peu près d'euros tous les ans. On est même monté à 13 milliards en 2013. 10 milliards d'euros investis en agriculture tous les ans. Ça veut dire qu'en gros, il y a un actif total de plus de 120 ou 130 milliards d'euros
C'est une industrie lourde. Et du coup, tout ça, hein, c'est bien fait pour améliorer les gains de productivité du travail. Et ça se traduit par cette courbe rouge qui est sur la même période, de 80 en gros à 2010 ou 2015, la productivité du travail des agriculteurs, elle a été multipliée par 3. Donc on produit un peu plus, entre 80 et 2015, on a produit à peu près 25% de produits en plus, avec 3 fois moins de travailleurs. Tout ça pour essayer de maintenir, en gros, le profit, hein, des agriculteurs. Enfin, en tout cas, les agriculteurs, ils sont engagés dans cette démarche-là pour baisser leurs coûts de production et maintenir leurs profits. Là, on arrive cette fois en tout cas dans le deuxième âge de la machine. Alors la question qui est souvent posée, c'est quels sont les nouveaux leviers des gains de productivité? Et on pourrait dire c'est l'agriculture numérique. C'est souligné finalement dans ce qui a été présenté juste avant. Donc là, on entre dans ce qu'on pourrait appeler le deuxième âge des machines. Là, moi, je m'appuie sur les travaux de Brynjolfsson et McAfee, deux chercheurs du MIT, hein, qui ont écrit un bouquin en 2014 sur le deuxième âge de la machine. Et ce deuxième âge de la machine, bon, voilà, en agriculture, il se traduit par quoi? De la robotisation, hein, c'est la thématique d'aujourd'hui, c'est la collecte, la production de données massives avec des capteurs de toutes sortes. C'est le traitement de cette donnée massive avec des algorithmes, avec demain déjà un peu d'intelligence artificielle. C'est aussi la mise en harmonisation des différentes machines. Il faut créer des standards. Bon, il y en a, par exemple Isobus, hein, pour faire communiquer les machines entre elles. Donc, ce deuxième âge de la machine, finalement, moi, il m'intéresse parce qu'il pose des questions, pour moi, 3 questions principales, hein, sur les effets de toutes ces technologies sur la prise de décision, l'organisation de l'agriculture, enfin des structures de production, et sur le conseil, hein, l'appareil de conseil qui gravite autour des agriculteurs. Là, qu'est-ce que je pose comme première question? C'est finalement, est-ce que les nouvelles technologies, elles ne sont pas en train de faire perdre l'autonomie de la décision des agriculteurs? Que devient la prise de décision dans un monde où ce sont des algorithmes qui prennent les décisions d'une certaine manière, hein? Alors la donnée, hein, quand si on s'appuie sur les travaux d'Herbert Simon qui présentent comment on prend des décisions, la décision c'est qu'on collecte de l'information, on traite cette information et ensuite on va prendre une décision, hein, on va agir derrière. À partir du moment où la collecte là, est déjà faite de plus en plus par des capteurs, que le traitement est fait et sera sans doute fait de plus en plus par l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui va rester comme capacité à l'agriculteur à faire un choix, hein? Bien sûr, on peut toujours dire oui, il aura toujours le pouvoir d'appuyer sur la touche Enter, mais c'est une hypothèse en tout cas. Donc, que devient la responsabilité de l'agriculteur dans ce monde-là? Et finalement, est-ce qu'on n'est pas dans un monde où les machines vont prendre de meilleures décisions que l'homme? Ça, c'est la thèse de McAfee et Brynjolfsson. La deuxième question qui est posée, alors il y a peut-être des gens de VT Rover dans la salle, hein, j'ai pris cet exemple-là parce qu'il me semble très intéressant, c'est sur la façon dont peut évoluer le métier, hein, de l'agriculteur et l'organisation des structures de production avec ces innovations technologiques. Ici, vous avez donc une société qui vend finalement aujourd'hui une prestation de service. Vous êtes agriculteur, vous n'achetez plus le robot, vous n'achetez pas les technologies, vous louez, enfin vous achetez un service. Ce service, c'est un service d'entretien de vos parcelles. Alors ça peut être de la tonte, ça peut être de l'épandage de pesticides, etc., etc. La question qui se pose, c'est qui pilote finalement? Est-ce que c'est l'agriculteur qui pilote l'exploitation ou est-ce que c'est l'ingénieur roboticien, voire même on dit maintenant, puisque là, avec cette technologie-là, j'ai un berger
avec ses robots, qui lâche ses robots dans les parcelles, qui fait travailler les robots, qui va peut-être s'en aller, qui pilote à distance et qui vient récupérer ces robots, qui va les redéployer ailleurs. Finalement, qui est-ce qui pilote ? Est-ce que c'est toujours l'agriculteur ? Est-ce que finalement, l'agriculteur, il n'est pas en train de changer de métier en étant simplement un gestionnaire de services ? Il n'agit plus, il fait faire par d'autres des tas d'activités. C'est une question qui est posée, hein, ça remet complètement peut-être en cause le métier d'agriculteur. Troisième conséquence, moi qui me semble importante, c'est autour du conseil. Le conseil, en agriculture en France, il y a un appareil de conseil, une technostructure très très développée qui intervient chez des agriculteurs et qui vient apporter des innovations, etc. Que devient le conseil dans un monde où finalement les données sont analysées, sont stockées, sont traitées par les machines ? Est-ce qu'on n'est pas en train finalement d'entrer dans un monde où celui qui va avoir finalement va prendre le contrôle de l'exploitation, c'est pas par exemple le secteur de l'agroéquipement qui va proposer des algorithmes, qui va proposer de traiter de la donnée et qui va finalement entrer dans la prise de décision de l'agriculteur. Qu'est-ce que devient, je pose toujours cette question-là aux présidents des établissements d'élevage départementaux dans les chambres d'agriculture, que devient le contrôleur laitier dans un monde où il y a des robots d'alimentation, des robots de traite, des outils qui suivent les vélages, qui suivent les chaleurs des animaux, etc., etc. Un monde où finalement toute la production de la donnée, elle est produite par des machines, elle peut être traitée par des machines. Que devient le conseil dans ce monde-là? Donc est-ce qu'il n'y a pas un risque que finalement, on dit toujours, c'est la grande distribution, elle prend le contrôle des exploitations, elle intègre verticalement les exploitations. Est-ce que là, on n'a pas un autre mouvement qui vient de l'amont et qui serait que c'est l'agroéquipement qui prend le contrôle des exploitations agricoles et que les agriculteurs ne soient plus que, en gros, des acteurs sous contrôle de cette industrie. Donc, en guise de conclusion, c'est finalement qui décide. Est-ce que c'est l'agriculteur qui va continuer à décider sur son exploitation? Est-ce que c'est la machine? Est-ce que c'est le secteur de l'agroéquipement? Pour l'instant, on pourrait dire, bon, il n'y a peut-être pas péril en la demeure, hein, je ne suis pas passéiste, hein, je ne suis pas là pour dire il faut vite arrêter ce mouvement-là, surtout pas. Mais je dis simplement, il y a peut-être un risque de perte d'autonomie de la prise de décision, parce que tout ce qui relève de la mesure, de la collecte de la donnée, tout c'est fait par des capteurs. Tout ce qui relève de l'action, de plus en plus, ça va peut-être être fait par des robots. Il reste peut-être la prise de décision. Il y a un danger à ce que cette prise de décision, elle soit même finalement réalisée par les machines. Donc, tout ça, ça remet en cause finalement le métier d'agriculteur. On va sans doute changer, enfin il a déjà changé le métier évidemment, mais ça va peut-être encore s'amplifier. Ça remet en cause la question de l'éducation, de la formation, ça remet en cause finalement même les valeurs, hein, de ce qu'est le métier. Donc est-ce qu'on va être avec un agriculteur qui va être subordonné à d'autres ou pas? Est-ce qu'il aura de l'autonomie? Est-ce qu'il va être complètement intégré et devenir un travailleur dans une grande chaîne de production? Voilà. Donc, est-ce qu'on est dans le deuxième âge de la machine? Peut-être pas complètement. Les machines n'ont peut-être pas encore pris le contrôle. N'empêche que, moi, il me semble qu'on a besoin, en tout cas, de débattre de ces questions. Et je remercie les organisateurs de m'avoir permis justement de poser cette question. Est-ce qu'on n'a pas intérêt finalement à débattre aussi de cette agriculture numérique et d'avoir un débat critique, hein, pour ne pas se laisser complètement manger par le monstre technologique. Merci. Thank you, Philippe. I guess you're presenting a bit scary scenarios, so I hope we have time this day alone to
find solutions and different opinions about this. Now we have our next speaker today is Mae Lelang, and she's going to talk us about her study, How to Reduce Drudgery and Working Hours in Organic Farming. Thank you, Mae. Bonjour, donc Maët Lelang, je suis responsable de la station expérimentale de Bretagne Sud, de la Chambre d'agriculture de Bretagne, qui est spécialisée donc en maraîchage. La question qui est posée dans cette première partie, c'est finalement pourquoi les robots arrivent dans nos exploitations. Alors très clairement, pour notre station, c'était une des pistes à travailler pour réduire la pénibilité dans les exploitations maraîchères. Une pénibilité qui s'exprime à travers de deux principales activités. D'une part le désherbage et d'autre part toutes les opérations culturelles un peu répétitives qui sont faites dans ces exploitations-là. Alors si on fait un petit zoom rapide sur le désherbage, le problème est simple, les maraîchers cultivent jusqu'à 50 références de légumes différentes sur des petites surfaces. Mécaniser le désherbage dans ces exploitations-là, c'est quelque chose de difficile à faire. Souvent le matériel est très coûteux et il est peu polyvalent, donc inadapté à ces exploitations-là. Il en résulte finalement chez ces maraîchers que le temps passé consacré au désherbage manuel représente jusqu'à 1/3 du temps total de travail. Et chez ces mêmes maraîchers, on a le chiffre de 9 producteurs sur 10 qui se plaignent de TMS, qui souffrent de TMS, donc troubles musculo-squelettiques. On avait donc ce constat qui nous donnait toute la légitimité pour démarrer un projet autour de la pénibilité du travail en maraîchage. C'est ce projet qui a démarré il y a 3 ans maintenant. Alors je ne vous présenterai pas tous les résultats, parce qu'en 10 minutes, même si je parle vite, je n'aurai pas du mal à tout vous lister. On a fait le choix cette année de réaliser une vidéo qui là aussi ne présente pas tous les résultats, bien évidemment, mais qui vous montre notre façon de travailler, comment on a comparé les pratiques avec et sans robots, voilà, qu'on a sous-titré spécialement pour l'occasion aujourd'hui. Voilà. Ce projet, finalement, il est né d'une envie forte sur la station de travailler le sujet de la pénibilité dans les exploitations maraîchères et d'une rencontre lors du CIVAL en 2014 où j'ai découvert le robot OZ de chez Nayo Technologies, qui est le premier robot autonome de désherbage des cultures, mais qui, moi, m'a intéressé par sa polyvalence, puisqu'il peut être utilisé à la fois en mode autonome pour le désherbage des cultures, mais aussi en aide à la personne pour tout ce qui est opération culturelle. Dans ce projet, on le teste sur ces deux modes-là et on teste aussi d'autres stratégies, notamment des stratégies de désintensification des rotations des cultures, où le concept est simple, on cultive moins à l'échelle de la rotation pour pouvoir laisser du temps aux exploitants pour mettre en place des pratiques telles que le faux semis qui permettent de casser les adventices estivales. Dans ce projet, on doit répondre aux questions, finalement, est-ce rentable d'avoir un robot sur une exploitation et qu'est-ce que ça change dans nos conditions de travail, dans notre quotidien à l'échelle d'une exploitation agricole.
avait beaucoup de mal à maîtriser l'enherbement de nos parcelles. Donc voilà, les passages à la main, ça suffisait plus. C'était une création aussi d'exploitation, donc on n'avait pas forcément de matériel adapté et spécialisé encore, on était mal équipés. Donc on a fait le choix d'acquérir le robot. Supprimer pratiquement l'ensemble des paillages, on maintient sur la salade en extérieur et quelques cultures d'été comme la courgette sur les premières plantations en serre éventuellement, mais voilà, les 3/4 des paillages ont été supprimés. C'est vrai qu'au début c'était pas évident, faut vraiment s'adapter au robot et on a perdu un petit peu de temps. C'est pas vraiment de la perte de temps, mais voilà, la prise en main a été pas forcément facile, mais les résultats sont là et sont bien plus efficaces que nous. Et non, on est très satisfaits et ouais. Tu as diminué ton stock aussi d'adventices? Voilà, on a diminué beaucoup. Comme avant, on avait du mal à maîtriser, c'est vrai que ça regrainait encore. Mais là, voilà, on a pratiquement plus de problème. On suit les cultures et on nettoie assez rapidement après les cultures. Et un passage régulier du robot, voilà, ça permet de maîtriser l'ensemble des choses. Ouais. Au début, c'est de biner, donc voilà, pour essayer de limiter les désherbants, et puis pour la pénibilité aussi, pour nous tracter, et puis faire des interventions sur les cultures comme arracher, où nous en semence on enlève les feuilles pas mal, on déjupe, où on fend les choux, voilà, pour avoir une position de travail un peu plus confortable, pour pas se briser le dos. En positif, du coup le soir on finit, on a pas mal au dos, et le lendemain matin pour redémarrer c'est quand même plus facile. Ouais. Après il faut apprendre à travailler avec la machine. C'est comme toutes les machines, quoi. T'es obligé de t'adapter à la machine, c'est pas l'inverse. Donc faut faire avec, adapter les sorties de serre, tout ça, voilà. D'accord. Donc ça c'est un petit peu, voilà, il y a des paramètres à prendre en compte. Au début t'es un peu déçu parce que t'as l'impression que ça va être super, ça va marcher tout seul, mais en fait non, faut apprendre à travailler avec, faire ses outils, même par exemple pour les filets dans les boues, on a des filets d'insectes roux, il faut les lever, donc il faut adapter, voilà, faut s'adapter, quoi. C'est un peu le côté négatif, c'est que il y a quand même du travail à faire pour s'adapter à l'outil, quoi. Ouais. Ok. Merci, Maëlle. C'est avec grand plaisir que nous verrons les derniers résultats de votre étude et que nous verrons comment les robots peuvent aider les fermes bio à être plus productives. Donc, merci beaucoup.